Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours de traitement du signal. La leçon que vous allez suivre aujourd'hui est la partie 4 du chapitre que nous avons intitulé « Signaux déterministes à temps continu ». Cette partie, en fait, ne comporte qu'une seule rubrique qui s'intitule « Filtrage linéaire ». Alors, un filtre linéaire est un système qui possède une entrée que nous noterons souvent x de t, une sortie que nous noterons aussi assez souvent y de t, et le filtre ici qui est représenté par cette boîte qui est ici, est caractérisé par une fonction h de t, et cette fonction h de t s'appelle la réponse impulsionnelle du filtre. Nous allons faire une hypothèse qui a une conséquence assez fondamentale dans la suite, nous y reviendrons. Nous allons supposer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire l'intégrale sur tout R, de module de h de t dt, est strictement inférieure à l'infini. Dans ce cas, en mathématiques, on dit que h de t est de module intégrable. Je tiens à vous faire remarquer que ici, jusqu'ici en tout cas, nous avions souvent utilisé des signaux d'énergie finie. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, l'intégrale portait sur le module au carré. Ici, c'est sur le module simple que l'hypothèse joue. Alors donc ici on reprend, on a donc ce filtre ici dont l'entrée est x de t, la sortie y de t est toujours caractérisée par cette fameuse fonction du temps que nous avons appelée la réponse impulsionnelle, et nous allons faire un petit peu de terminologie. Donc h de f, on reconnaît ici les notations signifiant la transformée de Fourier de la fonction petit h de t. Grand h de f s'appelle la réponse en fréquence, ou encore, ce qui est totalement synonyme, le gain complexe. Le module de h de f. Vous vous souvenez que h de f, c'est la transformée de Fourier d'une fonction, et donc c'est une fonction complexe. Donc on peut à juste titre parler d'une part de son module, d'autre part de sa phase. Donc là, le module de h de f, qui est donc représenté ici, s'appelle dans la littérature le gain en fréquence. Enfin, l'argument du nombre complexe h de f s'appelle la phase du filtre linéaire considéré. Alors, pour pouvoir faire une théorie du filtrage linéaire qui englobe à la fois les signaux d'énergie finie et les signaux de puissance finie, plus particulièrement les sinusoïdes et les mélanges de sinusoïdes qui sont, je vous le rappelle, des signaux de puissance finie, il faut faire appel à un outil mathématique qui s'appelle la théorie des distributions. Alors vous vous souvenez que moi, au moment où je vous ai parlé de la distribution de Dirac, j'avais dit que j'éviterais autant que possible d'avoir à utiliser un outil de mathématiques d'une très grande complexité pour faire des choses qui finalement n'en ont pas besoin. Alors, nous avons opté donc, au lieu de traiter globalement l'ensemble des signaux que sont les signaux d'énergie finie et les signaux périodiques, nous avons opté pour une approche qui est un peu identique à celle que nous avions envisagée pour la représentation fréquentielle. Nous allons d'une part envisager le filtrage linéaire dans le cas des signaux d'énergie finie, et ensuite nous traiterons séparément les signaux d'énergie infinie et de puissance finie qui sont les sinusoïdes éternels. Donc on va commencer donc ici par petit 1, pour les signaux x de t d'énergie finie. Dans ce cas-là, la sortie, je vous le rappelle que l'on a noté y de t, est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de u, h de t moins u, du. Évidemment, vous reconnaissez dans cette expression le produit de convolution de la fonction h de t par la fonction x de t. H de t, c'est la réponse impulsionnelle du filtre, x de t, c'est le signal d'entrée. Alors vous savez que dans ce cas-là, à ce produit de convolution, correspond dans l'espace des fréquences un produit simple. Nous l'avons écrit donc en dessous. En passant au transformé de Fourier, la relation d'entrée-sortie s'écrit grand Y de f égale grand H de f que multiplie grand X de f. Là, vous avez reconnu dans grand Y de f la transformée de Fourier de Y de t, dans grand X de f
la transformée de Fourier de x de t, et dans grand Y h de f, la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Alors, cette relation est très instructive parce que beaucoup plus facile à interpréter que la relation de convolution. En effet, si on dit, par exemple, que la fonction h de f est nulle pour certaines fréquences, c'est-à-dire coupe certaines parties du spectre fréquentiel, eh bien, en multipliant par 0, ce nombre-là, on obtient 0 en sortie. Et donc, par voie de conséquence, cette simple multiplication montre que là où le gain complexe est nul, c'est-à-dire la fonction h de f est nulle, eh bien, la représentation spectrale du signal en sortie est clairement nulle aussi. D'un autre côté, il en va de même pour grand X de f. Là où X de f est nul, c'est-à-dire si à l'entrée il y a un signal dont la contribution en fréquence est nulle pour certaines valeurs de petit f, eh bien, automatiquement, le signal en sortie va avoir une transformée de Fourier qui aura une contribution nulle pour la même fréquence f. De manière très imagée, on peut dire qu'un filtre ne peut pas créer de fréquence. S'il n'y a pas une fréquence à l'entrée, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de puissance à la fréquence petit f, eh bien, de la même manière, en sortie, on ne pourra pas avoir de l'énergie. C'est-à-dire qu'un dispositif dans lequel on ne fait pas rentrer du 1000 Hz et à la sortie duquel on observe du 1000 Hz, ben on peut affirmer que ce n'est pas un filtre linéaire. Alors maintenant, on regarde la deuxième catégorie de signaux. Alors évidemment, je me limite en fait à parler des exponentielles complexes. Pour quelle raison? Ben parce qu'on sait que toutes les autres formes de signaux quasi-périodiques sont des mélanges linéaires de ces exponentielles complexes. Alors comme les filtres linéaires, comme on le rappellera d'ailleurs dans un transparent suivant, sont linéaires, eh bien, il suffit de regarder comment agit une sinusoïde, une autre sinusoïde, et quand on aura la somme des deux sinusoïdes, on pourra dire que le signal de sortie, c'est tout simplement la contribution de chacune des entrées. Donc ici, si le signal x de t est de la forme e puissance 2jπ f0t, c'est-à-dire une sinusoïde complexe éternelle de fréquence f0, le signal en sortie y de t est, j'insiste bien, s'écrit grand H de f0 et puissance 2jπ f0t. On peut dire que le signal en sortie y de t est le même signal qu'à l'entrée, simplement multiplié par un scalaire, j'insiste bien, la partie qui est ici ne dépend pas du temps, c'est un scalaire qui ne dépend que de la fréquence f0. Alors ce scalaire est peut-être complexe, mais ce n'est qu'un scalaire. C'est-à-dire que lorsqu'on met une sinusoïde éternelle à l'entrée d'un filtre, il sort la même sinusoïde éternelle, multipliée par un coefficient qui ne dépend que de la fréquence choisie. Les mathématiciens disent que les exponentielles complexes sont les fonctions propres des filtres linéaires. Ils entendent par là que lorsqu'on met le signal x de t, on trouve en sortie, lorsqu'on met le signal x de t, mais dans le cas particulier où x de t est une exponentielle complexe, on va trouver en sortie un signal y de t qui est le même signal. Plus tard, dans un des cours qui suivra, nous dirons vecteur, le même vecteur, simplement multiplié par le coefficient grand H de f0. C'est-à-dire que le vecteur de sortie est égal au vecteur d'entrée que multiplie un coefficient. Et ça, pour ceux qui se souviennent des cours d'algèbre linéaire, c'est précisément ce que les mathématiciens dans le contexte de l'algèbre linéaire appellent une fonction propre. Alors les propriétés, je vais commencer par la propriété qui est certainement la plus importante à retenir sur le filtrage linéaire, mais en fait sur tout système entrée-sortie sur lequel vous aurez à travailler. La propriété qui est ici s'appelle la stabilité. Dans le contexte du filtre linéaire, du filtrage linéaire, elle s'énonce de la façon suivante. À toute entrée bornée correspond une sortie bornée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez à l'entrée un signal dont l'amplitude ne devient jamais infinie, je veux dire par là que l'amplitude du signal est bornée, par exemple, pour prendre une valeur, entre -1 et 1. Eh bien, il est interdit que la sortie puisse prendre des valeurs infiniment grandes. Cette propriété est essentielle dans le comportement des systèmes de traitement. Pour quelle raison? Parce que si un dispositif n'est pas stable, dans le sens où c'est énoncé ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une entrée qui va évoluer dans le temps, qui va être bornée, qui va prendre des valeurs qui ne dépassent jamais, par exemple, la valeur 1, et la sortie va exploser.
supposer, parce que vous allez avoir des valeurs qui ne représentent absolument rien. Donc il est très important que l'on vérifie cette propriété de stabilité pour les filtres linéaires. Alors en fait, je ne démontrerai pas, mais là, ça pourrait faire effectivement le sujet d'un exercice. On démontre en fait qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un filtre linéaire soit stable, et précisément, que sa réponse impulsionnelle soit de module sommable. Et c'est pour cette raison-là que nous avons effectivement, dans le transparent précédent, supposé cette hypothèse. Nous tenons à tout prix à garantir effectivement que le système que nous avons est un système stable. La deuxième propriété, mais qui est contenue quasiment dans la désignation de ce système, ça s'appelle un filtre linéaire, c'est la linéarité. Alors là, je ne reviendrai pas sur la linéarité, encore que c'est une propriété plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que quand on parle de linéarité, ça n'a aucun sens de parler de linéarité sans dire sur quel espace on travaille. Alors effectivement, moi j'ai décidé, pour des raisons de simplification, mais qui ne suppriment rien à la généralité, de considérer d'une part les signaux d'énergie finie, d'autre part les sinusoïdes éternels. Et donc cette opération de linéarité, cette propriété de linéarité, il faudra la faire jouer séparément sur ces deux espaces. Alors en quoi elle consiste? Tout simplement, si U de t donne Y de t, si V de t donne Z de t, donc l'entrée est U de t, la sortie Y, l'entrée est V, la sortie est Z, si vous prenez un mélange des entrées U et V, avec les coefficients que vous voulez, A et B, le signal en sortie s'écrira nécessairement AY de t plus BZ de t. C'est-à-dire que le système répond au principe de superposition. Une propriété importante aussi, que l'on va caractériser à partir de la réponse impulsionnelle, c'est la causalité. Alors que signifie la causalité? Ça c'est une notion qui intervient, disons, de manière générale en physique. C'est que, pour calculer, pour évaluer quelque chose, on ne se serve pas du futur. C'est ce qui est écrit ici dans la définition de la causalité. La sortie à l'instant présent, la sortie présente, ne dépend que des entrées passées et de l'entrée présente. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, dans un système causal, d'utiliser le futur. Alors on montre, pas très difficile, peut-être avec les interprétations qu'on verra tout à l'heure, on pourra le justifier, que si la réponse impulsionnelle est nulle pour t négative, alors le système est causal. Dernière propriété des filtres linéaires, c'est l'invariance dans le temps. Alors de quoi s'agit-il? Vous utilisez votre filtre aujourd'hui, vous faites une expérience. Vous l'utilisez demain, vous faites la même expérience, le résultat doit être le même. C'est-à-dire que le système n'a pas bougé dans le temps. Alors plus mathématiquement, si x de t donne y de t, alors, c'est ça la propriété d'invariance dans le temps, alors x de t moins t0 doit donner y de t moins t0. Alors nous n'allons pas vérifier ici qu'un filtre linéaire, de par l'opération de convolution, répond à cette propriété, mais n'importe quel filtre linéaire est effectivement invariant dans le temps. Alors, à titre d'exercice, je vous conseille de vérifier, sur l'exemple qui est donné ici d'un système entrée-sortie, que ce système-là n'est pas invariant dans le temps. De quel système s'agit-il? Vous avez une fonction x de t, qui est à l'entrée du système, et ce qui est délivré en sortie, donc ici vous avez x de t, qui rentre dans une boîte noire, d'accord? Et ce qui en sort, c'est y de t, égale l'intégrale de 0 à t de x de u du. Le fait d'avoir ici la borne égale à 0 induit pour ce système de ne pas être invariant dans le temps. Et donc vous le démontrerez à titre d'exercice. Alors nous allons voir un exemple en fait, tout de suite, de filtrage linéaire avec une application assez simple qui est le débruitage. On considère y de t, ici, qui est le résultat de l'opération suivante, y de t égale 1 sur t, somme de petit t moins grand t à petit t de x de u du. Donc on a une entrée x de t, il en sort un signal y de t, et la correspondance se fait à partir du calcul qui est ici. Vous remarquerez d'ailleurs que ce système est causal, puisque pour calculer y de t, j'ai besoin de x de t moins epsilon, de x de t moins 2 epsilon, etc., jusqu'à x de t moins grand t. Donc je n'ai pas besoin du futur de t. Alors pour ce filtre, on a effectivement mis à l'entrée de ce filtre ce signal-là. Et en regardant en sortie, on obtient ce signal qui est ici. Que constate-t-on? Eh bien, on constate que les brusques variations de ce signal ont disparu dans le signal. On a lissé le signal. Alors ça, on se souvient
que l'opération de lissage, je ne sais pas si on a vu ça dans une leçon sur la relation temps-fréquence, mais lisser un signal revient à supprimer de l'énergie dans les fréquences élevées. Mais regardons le gain complexe, le gain en fréquence de ce filtre. Le gain en fréquence de ce filtre qu'on appelle un filtre moyenneur à cause de l'opération qu'il intègre sur une durée grand T en divisant par T, ce filtre moyenneur a un gain complexe qui est comme celui-là. Et on voit que si on applique l'équation de filtrage dans le plan fréquentiel, Y de f, dont je vous rappelle que l'expression est Y de f dans tous les cas égale H de f, X de f, Y de f est tel que, pour être obtenu, on doit multiplier X de f par H de f, et là où H de f est nul, c'est-à-dire dans les fréquences élevées, automatiquement, Y va valoir 0. Et donc, on a supprimé dans le signal Y de t d'éventuelles énergies à des fréquences élevées qui pouvaient être contenues dans le signal X de t. Et vous rappelez que, quand on supprime des fréquences élevées, eh bien, on rend les trajectoires beaucoup moins chaotiques. Et donc, en fait, un filtre passe-bas, comme le filtre moyenneur, supprime les variations rapides. On peut dire d'une certaine manière que si ces variations rapides sont indésirables, on les appelle du bruit, un tel dispositif effectue donc un débruitage. Alors, je dis donc que ce dont il faut se rappeler à ce niveau-là, c'est que Y de f est égal à H de f, X de f, parce qu'en général, cette expression est plus facile à interpréter que le produit de convolution dans l'espace temporel. Et donc ici, par rapport au filtre que l'on vient d'utiliser sur un signal, on peut dire par conséquent, le filtre que nous venons d'utiliser, ce filtre, supprime les hautes fréquences et donc lisse le signal d'entrée. Alors maintenant, regardons un petit peu quand même dans le plan temporel comment se manifeste un effet de filtrage. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai représenté H de t. Alors je l'ai représenté sous une forme assez courte, comme ceci, il y a 2-3 oscillations. Ça, c'est la caractéristique du filtre, c'est ce qu'on appelle sa réponse impulsionnelle. Maintenant ici, j'ai représenté le signal X de U. Que doit-on faire pour réaliser le filtrage? On doit prendre cette fonction, la retourner dans le temps à cause du produit de convolution. Je vous rappelle la chose suivante, c'est que l'équation de convolution s'écrit Y de t égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de U H de t moins U du. Et ce que je souligne ici, qui est H de t moins U, apparaît clairement sur cette fonction-là que j'ai transformée de H de t en H de moins t en la retournant, et pour la translater de petit t, je l'ai amenée ici. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour filtrer? Je multiplie terme à terme ces deux fonctions, et je somme les produits que j'ai obtenus. Et j'obtiens un point, qui est le point Y de t. Alors, cette représentation va nous permettre de dégager un certain nombre de remarques. La première remarque, c'est qu'un filtre linéaire effectue un mélange linéaire pondéré des entrées qui se trouvent à l'entrée du dispositif. Alors j'entends par là que, effectivement, on a multiplié, si je reprends plutôt la représentation graphique que j'avais précédemment, on a multiplié ici effectivement toutes ces valeurs des entrées là, d'accord, par les poids qui sont là, et quand les poids sont grands, on multiplie par une grande valeur, on va dire que cette entrée contribue pour beaucoup en sortie. Quand le poids est tout petit, comme ici, cette valeur de l'entrée est multipliée quasiment par 0, et elle intervient de manière extrêmement faible dans la sortie Y de t. On a donc les résultats suivants. Si on doit parler de mémoire d'un filtre, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de la durée de la réponse impulsionnelle. On a bien vu que la réponse impulsionnelle multipliait le signal sur une durée grand T, et si cette réponse impulsionnelle était de durée finie, il était bien évident que tout ce qui était à l'extérieur de la portée de la réponse impulsionnelle décalée intervenait de manière très faible dans le signal. Donc on pourra dire que la mémoire du filtre, c'est la durée de la réponse impulsionnelle. Le temps de réponse du filtre. Alors peut-être qu'il est souhaitable de revenir au graphique que nous avions précédemment. On voit ici que j'ai volontairement pris une fonction h de t, vous voyez, qui démarrait par plein de zéros. Alors ça veut dire quoi? Quand je la revois ici, cette fonction, après le retournement du temps et la translation, on voit que toute cette partie-là
tous les zéros qui sont là, multiplie par 0 toutes ces entrées. Ces entrées ne contribuent en rien à la valeur de la sortie, ou quasiment rien, puisque ici c'est quasiment 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire effectivement que ces valeurs n'ont pas eu encore le temps, plus tard elles le feront, n'ont pas eu le temps d'intervenir en sortie. Et c'est ce que nous appellerons donc un temps de réponse. Donc nous avons le deuxième élément donc, de cette présentation sur ce transparent. Nous avons parlé donc de la mémoire, et maintenant nous venons d'évoquer tout ce que nous avons appelé le temps de réponse. Alors le temps de réponse, c'est le temps à partir duquel h de t n'est plus négligeable. Enfin, nous voyons apparaître une propriété que nous avons soulignée au tout début de cette leçon, et qui était la causalité. On voit en effet sur l'évolution des graphiques que nous avions précédemment, que si h de t éventuellement était non nul pour t négatif, au moment du retournement et du décalage vers la valeur de t, pour calculer la valeur y de t, j'aurais été obligé de disposer des sorties qui se trouvent dans le futur de l'instant t. Et donc je n'aurais pas pu, effectivement, avoir un traitement causal. Et donc on voit à travers cette représentation graphique de la convolution que la causalité, c'est bien équivalent au fait que la réponse impulsionnelle h de t soit nulle pour t négatif. Alors, comme on vient de le voir, et en reprenant l'équation assez fondamentale du filtrage linéaire, qui est que y de f est égal à h de f, x de f, cette opération-là distord le signal, évidemment, puisque son spectre de départ, x de f, est multiplié par la fonction h de f. Alors il peut se faire à travers un système de propagation que cette distorsion soit gênante. Quel type de distorsion a-t-on? Déjà, nous savons qu'il n'y a pas de création de fréquence, puisque là où x de f est nul, y de f est nul aussi. Par contre, on s'aperçoit d'une chose, c'est que d'une part sur le module, d'autre part sur la phase, il y a des phénomènes différents. Alors le premier phénomène, c'est dans les distorsions introduites par les filtres linéaires, lorsque ces filtres sont considérés comme des dispositifs distordants, par exemple le canal de transmission, la distorsion d'amplitude, c'est la propriété suivante. Toutes les fréquences, f, ne sont pas amplifiées ou atténuées de la même façon. Alors pourquoi y a-t-il distorsion d'amplitude? Justement, précisément, à cause du module de h de f. Quand le module de h de f est petit, la fréquence en question petit f va être atténuée. Au contraire, quand h de f va être ample, même pour une autre fréquence petit f, le coefficient va avoir une valeur importante. Et donc on va avoir une courbe qui est donnée par le gain du filtre et qui précise les distorsions linéaires. Alors se souvenir que les distorsions linéaires, c'est donc tout simplement le fait que toutes les fréquences contenues dans le signal ne sont pas amplifiées ou atténuées de la même manière. Évidemment, pour une transmission idéale, cette propriété est nuisible. D'une autre manière, toujours en considérant la même équation de filtrage, on a ce que l'on appelle de la distorsion de phase. À quoi consiste la distorsion de phase? Dans l'explication qui est donnée là, plutôt dans la définition qui est donnée là, toutes les fréquences ne sont pas retardées ou avancées de la même façon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des sinusoïdes qui vont partir à un instant donné, elles vont arriver 3 millisecondes plus tard, et puis d'autres sinusoïdes qui composent le signal d'entrée vont partir au même moment et vont arriver 4 millisecondes plus tard. À la fin, quand on remélange tout, on a une distorsion, puisque les signaux qui sont partis soit en même temps, soit avec un certain décalage, se retrouvent, suivant leur fréquence, leur composante fréquentielle, se retrouvent retardés ou avancés de manière différente. Alors on voit donc finalement un filtre linéaire qui ne distord pas, c'est-à-dire en fait un filtre linéaire pour lequel il n'y a pas de distorsion d'amplitude et de phase, ce qu'on appelle absence de distorsion, c'est nécessairement un filtre linéaire qui, dans la bande utile des signaux, présente un gain constant, ce qui veut dire que toutes les fréquences ont la même amplification ou la même atténuation, et que la phase soit linéaire, toujours pareil, dans la bande des signaux. Donc, je résume, l'absence de distorsion pour un filtre, c'est un gain constant et une phase linéaire dans la bande des signaux.
Donc on se souviendra que lorsque l'on parle effectivement d'un filtre idéal, en particulier pour un système de transmission, quand on modélise le canal de transmission en disant c'est un filtre idéal, ben ça veut dire tout simplement qu'on sous-entend que son gain est constant dans toute la bande utile des signaux d'entrée. Et évidemment, je n'ai pas besoin de préciser ce que vaut le filtre hors de la bande utile. Je vous rappelle que l'équation de filtrage écrit grand Y de f égale grand H de f que multiplie x de f. Et il est bien évident que là où x de f est nul, je n'ai pas besoin de préciser ce que vaut h de f. Et donc, effectivement, un système de transmission qui est supposé se comporter comme un système sans distorsion idéale, c'est un système, effectivement, dont le gain est constant dans toute la bande utile et dont la phase est linéaire dans toute la bande utile. À la fin, ça veut dire quoi? Ben, vous mettez votre signal x de t, quelle que soit la complexité de ce signal en tant que mélange fréquentiel, eh ben, il va aboutir à l'autre côté en ayant simplement, donc je pars d'un signal x de t quelconque, qui peut être un mélange extrêmement complexe au niveau de sa représentation fréquentielle, et il va arriver ici un signal qui est tout simplement une version multipliée par un coefficient grand A quelconque, ici mais constant, pour tout le signal, et éventuellement retardé. Je vous rappelle que le retard dans la transformée de Fourier, c'est équivalent à la notion de déphasage linéaire, et donc on a effectivement un déphasage linéaire, tout le paquet arrive un peu plus tard, et si ce retard n'est pas une pénalité dans votre cahier des charges, eh bien effectivement vous avez un système qui est idéalement sans distorsion. Alors bon, on va quand même, bien que ce chapitre soit consacré au filtrage linéaire, donner quelques idées sur ce que produit les distorsions de type non linéaire. Alors nous allons pas le faire dans le cas général, parce que être non linéaire c'est très compliqué, mais nous allons peut-être prendre un exemple pour regarder qu'il y a des phénomènes qui sont excessivement, qui sont propres, on va dire, au traitement non linéaire. Alors on va peut-être en prendre une fonction extrêmement simple, qui est y de t égale x carré de t. Alors vous voyez que ce système-là, il n'est pas linéaire évidemment, puisqu'à la sortie x de t correspond à la sortie, à l'entrée, pardon, x de t correspond à la sortie x carré de t. Il est instantané par contre, c'est-à-dire qu'il n'utilise en fait qu'une seule valeur, qui est la valeur de l'entrée présente x de t. Et si je mets à l'entrée en fait, comme signal x de t égale cosinus de pi f0t plus cosinus de pi f1t, vous le ferez à titre d'exercice, c'est relativement simple. Vous allez élever au carré cette fonction, vous allez développer, et vous allez trouver plusieurs contributions. Alors vous allez voir apparaître un certain nombre de choses. Il va y avoir quelque chose que nous n'avions pas dans le filtre linéaire, c'est des créations de fréquences. Alors il y a deux types de créations de fréquences. Il y a celle qu'on appelle la distorsion harmonique, qui est indiquée ici, et qui est la création de fréquences multiples de celle de l'entrée. Ça veut dire quoi? Quand vous allez faire ce calcul, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'on a mis la fréquence f0 à l'entrée, eh bien, en sortie on va avoir 2 f0. On a mis la fréquence f1, en sortie il y a 2 f1. Dans des systèmes plus compliqués, on pourra avoir 3 f1, 3 f0, 4 f1, 4 f0. C'est le premier type de distorsion, c'est celle qu'on appelle la distorsion harmonique. Une deuxième type de distorsion, toujours avec ce même système entrée-sortie, y de t égale x carré de t, toujours pour le même signal, qui est ici la somme de deux sinusoïdes de fréquence f0 et f1, on a ce qu'on appelle une distorsion d'intermodulation. Quand vous allez développer, il va y avoir des termes produits de cosinus de pi f0t avec cosinus de pi f1t, et vous allez voir apparaître là des fréquences qui n'existent pas dans le signal d'entrée, puisque seuls f0 et f1 existent dans le signal d'entrée, ici, et vous allez voir apparaître comme fréquence f0 moins f1, f0 plus f1. Vous allez voir apparaître des combinaisons des fréquences du signal d'entrée. Alors, ce type de distorsion s'appelle de la distorsion d'intermodulation. Donc la distorsion d'intermodulation, c'est aussi la création de fréquences, mais qui sont, elles, l'addition de multiples des fréquences d'entrée. Alors maintenant, on va prendre effectivement une situation qui est beaucoup utilisée dans les systèmes de propagation. C'est l'exemple d'un filtre linéaire constitué, de façon très simple, par des chemins de propagation. Alors là, vous voyez, on imagine une situation qui correspond éventuellement donc à une situation de téléphonie mobile. Donc ici, on a une base de transmission. Ici, le signal émis par la base de transmission arrive jusqu'au mobile par ce trajet dit direct, c'est le trajet le plus court. Et il se trouve que pour des raisons de propagation, ce signal va se propager dans cette direction-là. Et à cause de la façade de l'immeuble ici qui a certaines propriétés de réflexion, il va repartir ici vers le mobile. Alors, le signal Y de t est très facile à écrire. Je vous rappelle que le signal Y de t s'écrit tout simplement x de t moins
Donc je vais prendre effectivement pour avoir les mêmes notations que celles qui sont sur le transparent suivant. Y de t égale A1 x de t moins taux 1, qui correspond au trajet direct, plus A2 de x de t moins taux 2, qui correspond au second trajet, etc. Il pourrait y avoir dans le dessin, il n'y avait que 2 trajets, mais on pourrait imaginer qu'il y ait grand K trajets, et donc c'est AK x de t moins taux K. C'est-à-dire que chacun des trajets va avoir son propre coefficient d'atténuation et son propre retard. Qu'est-ce qui se passe dans un système comme ça? Eh bien, faisons la transformée de Fourier de ce signal-là. Alors vous vous souvenez qu'on en déduit tout simplement que y de f égale d'abord par linéarité la somme des transformées de Fourier. La transformée de Fourier du premier signal par linéarité, le A1, sort de la transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier de x de t moins t1, vous vous en souvenez, c'est grand X de f et puissance moins 2jpf taux 1. Évidemment, il en va de même pour les 4 autres trajets. Et on obtient donc une équation qui montre que, en factorisant par rapport à x de f, d'accord, ici, nous avons y de f qui s'exprime donc égal x de f que multiplie une fonction qui ne dépend que de f et qui s'écrit A1 et puissance 2jpf taux 1 plus A2 et puissance moins 2jpf taux 2. C'est donc un filtrage linéaire, puisque nous avons bien ici, par identification, une équation de filtrage en fréquence qui dit que grand Y de f est égal à grand X de f que multiplie ce que est cette fonction, grand H de f, c'est-à-dire rien d'autre que la réponse de l'ensemble du canal dit multitrajet. Alors on va effectivement peut-être un peu expliciter le cas où on a 2 trajets, c'est pas beaucoup plus compliqué quand on en a un plus grand nombre. Et quand on a 2 trajets, donc, on va avoir à calculer donc le module, c'est-à-dire le gain en fréquence de ce filtre. Il va y avoir une certaine constante, et vous verrez que, en factorisant l'un des retards taux 1, on obtient une équation qui s'écrit 1 plus et puissance moins 2jpf taux 1 moins taux 2. Et que constate-t-on? Eh bien, on constate que cette fonction h de f, dans cette fonction h de f, quand on la dessine, il apparaît un creux à la fréquence inverse de la différence du temps de propagation des 2 trajets. Alors ça, c'est très gênant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir certaines bandes de fréquences qui vont être atténuées, là où il y a ce creux. H de f présente effectivement un trou, c'est-à-dire vous allez avoir un H de f qui a cette forme-là, tout simplement. Là, il va y avoir un trou qui est en gros situé à l'inverse du temps correspondant à la différence de temps entre les 2 trajets. Et si la personne émet dans cette bande de fréquence qui est ici, elle va avoir un évanouissement de son signal. C'est-à-dire que les 2 trajets en arrivant sur le mobile vont être dans une situation d'interférence destructive qui va faire que le signal reçu est quasi nul. Alors ce phénomène qui s'appelle un évanouissement en français se traduit en anglais par le terme de fading. On dit que le canal présente un fading sélectif en fréquence, c'est-à-dire que, effectivement, dans le plan des fréquences qui est ici, on a un creux. Et si par malheur, effectivement, en tant que mobile, vous êtes dans cette plage de fréquence-là, au moment où on vous alloue une bande de fréquence pour communiquer, ben vous allez avoir un signal qui se casse la gueule. Donc évidemment, les gens qui font des communications ont depuis longtemps trouvé des parades à des phénomènes de cette nature. Alors je terminerai donc là, point de vue du filtrage, par un autre exemple, un peu, disons, pratique aussi, et qui correspond à la situation du radar. La situation du radar, que fait le radar? Il envoie un signal E2T. Alors le titre, c'est filtre adapté. En anglais, ça se traduit par matched filter. Alors on verra pourquoi, effectivement, je mets en titre de ce transparent ce mot-là, parce qu'il joue un rôle important. Donc la situation décrite est relativement simple. Vous avez un signal E2T donc, qui est émis par le radar. Il va se réfléchir sur une cible éventuelle, donc ici un avion, et puis il va revenir. Alors vous vous doutez bien que si on connaît la vitesse de propagation du champ électromagnétique, eh bien on va pouvoir estimer la distance de l'avion, tout simplement en mesurant la différence, le temps de vol, aller-retour de l'onde. Alors le temps T0, donc c'est énoncé ainsi, du trajet aller-retour du signal, permet de calculer la distance D. En effet, on a D égale 2T0, donc le temps aller-retour, divisé par C, qui est, pour le champ électromagnétique, la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde.
Alors on envoie cette impulsion H2T et le système à l'arrivée récupère évidemment une information, donc je vous rappelle que j'avais noté R de T, c'est le signal une fois qu'il est revenu. Ce signal R de T, malheureusement, il est bruité et on décide de le filtrer. Et donc on utilise un filtre H de T. En sortie, on échantillonne la valeur à un instant particulier et on compare à un seuil. Si la valeur observée est très grande, on va dire, ben oui, il y a une cible et elle se trouve à telle distance. Si au contraire, la valeur en sortie du filtre est très faible, on va dire, il n'y a pas de cible. Alors effectivement, la question qui se pose, c'est comment choisir H de T? Quel est le meilleur filtre? Alors le meilleur filtre, donc ici, pour détecter donc, alors je reprends ici, donc la position du problème est résumée dans ce transparent, on part d'une impulsion E de T de durée grand T, et pour détecter la présence de la cible dans un bruit, on utilise un filtre de réponse H de T, et on compare la valeur obtenue à un seuil. Alors le choix de H de T est important, on verra quand on traitera des processus aléatoires, parce qu'ici, on ne peut pas s'en passer dans la mesure où nous avons supposé que le signal était observé dans un bruit, on verra que le meilleur filtre, c'est de prendre comme filtre une copie retournée de l'impulsion que vous avez envoyée pour essayer de détecter la cible. Et donc le bon filtre, c'est celui qui a comme réponse impulsionnelle H de T. Alors on va voir effectivement sur un ou deux exemples de forme de l'impulsion E de T, comment réagit le filtre adapté. Alors regardez, voilà un premier cas. Mon signal E de T, c'est un rectangle. Donc le filtre adapté, le signal reçu, il est là. Le signal reçu est là. Il est reçu avec un certain retard, évidemment, qui correspond au temps de vol aller-retour de l'impulsion après avoir ricoché sur la cible. Et en sortie du filtre adapté, vous obtenez le signal triangulaire que l'on voit là. Donc vous ferez ce calcul à titre d'exercice. Vous vous amuserez à mettre une impulsion rectangulaire à l'entrée d'un fil de réponse impulsionnelle rectangulaire, et vous verrez que la sortie par convolution de deux rectangles donne un triangle. Et donc voilà ce que l'on obtient en sortie du filtre adapté. Alors je n'ai pas mis de bruit, on reviendra lorsqu'on parlera de processus aléatoire à la façon avec laquelle il faut procéder lorsqu'il y a du bruit, mais je vais quand même vous montrer ce qui se passe si on prend une autre forme d'impulsion. Alors regardez l'impulsion que j'ai prise, la suivante. C'est une impulsion d'ailleurs qui possède la même énergie que l'impulsion précédente. Il suffit de prendre l'intégrale en modulo carré de ces deux impulsions pour s'apercevoir que toutes les deux ont une énergie égale à A carré T. Et bien quand on prend effectivement cette impulsion qui démarre par moins 1, qui va atteindre la valeur plus 1 et qui redescend à 0, le filtre adapté, l'impulsion reçue est toujours décalée, d'accord, puisque ça correspond au décalage de temps associé au trajet aller-retour. Et ce que l'on observe en sortie du filtre adapté, à présent, c'est ceci, c'est que quand vous allez convoluer ce signal-là avec celui-là, vous allez obtenir celui-ci. J'en prends un troisième exemple. Au lieu de prendre un signal, alors vous avez remarqué tout à l'heure, c'était un signal qui était constant. Maintenant, c'est un signal qui fait moins 1 plus 1. Maintenant, je vais prendre un signal qui est beaucoup plus haché dans le temps. Donc voilà le troisième signal. Alors regardez celui-là, il fait plus 1, moins 1, plus 1, moins 1 plusieurs fois. Alors il fait plusieurs fois ça. Évidemment, le tout apparaît après convolution, et c'est ce que vous allez faire effectivement quand vous allez faire l'exercice pour convoluer ces deux signaux, vous allez obtenir en sortie le signal qui est indiqué ainsi. Alors de quoi, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit de la chose suivante, c'est que l'impulsion, indépendamment du bruit pour l'instant, mais quand il y aura du bruit, il y aura une différence assez fondamentale. On s'aperçoit que dans cette situation ici, par rapport à la première puis à la seconde, le signal en sortie est beaucoup plus étroit en temps. Et donc, en présence de bruit, on verra. Mais là déjà, on le sent de manière un petit peu évidemment qualitative, puisqu'on n'est pas capable de faire de calcul aujourd'hui, parce qu'on ne dispose pas des signaux aléatoires aujourd'hui pour traiter le problème. On se dit qu'effectivement, cette situation semble préférable aux deux précédentes situations, parce que quand il va y avoir du bruit, le fait que la sortie soit très pointue va permettre effectivement d'avoir des performances bien meilleures pour localiser le signal. On va dire que le signal qui est ici, a priori, en présence de bruit, et avec le filtre adapté dans toutes les situations, correspond à une meilleure utilisation, effectivement, du système de détection que les deux impulsions précédentes. Alors là, je vous ai en fait remontré justement à travers ce transparent, en ajoutant le bruit, même si on n'est pas aujourd'hui capable de traiter le problème de façon quantitative, ce qui se passe, et bien vous voyez ici effectivement que si je veux mesurer l'endroit où effectivement il y a un maximum, il semble que dans la troisième situation, là j'ai reproduit les trois situations bruitées avec un logiciel de simulation, et je vois ici effectivement que dans la troisième situation, le fait que dans la convolution sans bruit ce soit beaucoup plus pointu, et bien en présence de bruit,
permet plus facilement de localiser l'instant d'arrivée et donc la distance de la cible. Donc cette leçon est terminée, et je vous rappelle, comme d'habitude, que pour ce qui est des exercices et aussi pour les renseignements que vous souhaitez avoir, vous pouvez consulter donc le site internet de Netuno et cliquer sur NetU. Merci.